Bonjour à toutes et à tous. 4 destinations, 45 minutes d'évasion, vous connaissez le principe maintenant? Alors bienvenue dans Invitation au voyage. Aujourd'hui, je vous emmène au Texas, sur la terre de Géant, ce classique du 7e art qui a mis une sacrée gifle au mythe du cow-boy dans les années 50. Des vertes collines du Valais en Suisse, vous repartirez ensuite avec toute une pharmacie. Depuis le Moyen-Âge, on profite ici du pouvoir exceptionnel des plantes, calendula, edelweiss ou même poivre des moines. Alors voilà, le gâtillier. Vitex agnus castus, le fameux poivre des moines. Vous voyez que quand il est en graines, ça fait des petites graines qui font comme des poivres. Et à l'époque, les moines consommaient comme plante anaphrodisiaque pour modérer leurs ardeurs. Autre montagne, nous grimperons également tout en haut des Pyrénées. Vue à 360 degrés, de quoi donner des idées pour installer un observatoire. Comment le plus vieil observatoire de haute montagne au monde a-t-il été créé? Ce sera l'incontournable. Quant à notre plaisir culinaire quotidien, nous le dégusterons à Istanbul. Vous apprendrez à préparer des mini raviolis, les mantis. Ma femme est exceptionnelle et ses menteux sont excellents. Si vous dites le contraire, il se passe quoi? Si je dis le contraire, je pense qu'elle me vire de la maison. C'est fini pour moi. Mais avant que vous ne dégustiez, c'est à moi de vous faire mariner avec la devinette. Comment se fait-il qu'à Madère, on puisse admirer l'une des plus belles collections d'œuvres flamandes au monde? L'île a pourtant été découverte, non pas par les Flamands, mais par les Portugais, en 1419. Près de 100 ans plus tard, des œuvres venues de Bruges et d'Anvers envahissent les murs des maisons et des églises. Mais pourquoi une telle profusion d'art flamand ici, à Madère? Pour la réponse, patience, ce sera en fin d'émission, car pour le moment, on a rendez-vous avec James Dean. James Dean, plongé au cœur d'un univers impitoyable, celui du Texas et des débuts de l'or noir. Le film Géant, c'est l'inspiration. Au cœur du désert texan, d'étonnantes installations artistiques rappellent qu'ici, dans les années 50, un film a su capter l'âme de ce pays. Une épopée aussi grande que le Texas. Telle est la promesse en 1956 de l'affiche du film Géant. Inspiré du roman éponyme d'Edna Ferber, le long métrage permet à l'Américain George Stevens de remporter à 52 ans l'Oscar du meilleur réalisateur. Au milieu des étendues arides et des vastes exploitations de bétail, le film suit sur 3 générations le combat de la famille Benedict pour préserver son ranch face à l'essor du pétrole. Une saga hollywoodienne dans laquelle George Stevens délivre une décennie avant les premières lois antiségrégationnistes un message résolument politique. George Stevens propose le portrait d'un Texas grandiose. Mais en même temps, il ne l'idéalise pas. Le film parle de la condition des femmes, des hispaniques, des pauvres. Il évoque tous les débats de société importants, non seulement au Texas, mais aussi dans le monde entier. Porté par Liz Taylor, Rock Hudson et James Dean, dont ce sera le dernier film, Géant raconte un autre Texas, celui qui oblige l'Amérique à se regarder dans les yeux. Parler du Texas, ce n'est pas si facile. Il est différent de tous les autres États. Les Texans pensent que c'est presque un autre pays. Pour dresser le portrait d'un Texas rugueux, George Stevens pose sa caméra à 1 heure de la frontière mexicaine, dans l'immensité du désert de Chihuahua. En descendant du train, Leslie, incarnée par Elizabeth Taylor, découvre le vent chargé de poussière de ce paysage désolé, laissant derrière elle les collines verdoyantes de la côte Est. La jeune épouse s'installe dans le ranch de son mari, Bick Benedict, qui se dresse seul dans un horizon sans fin. Dans les années 50,
l'élevage était encore l'activité principale dans cette région. Je dirais même que la plupart des gens de la ville avaient un lien avec l'élevage, ne serait-ce qu'en tenant une boutique qui vendait des articles destinés aux éleveurs de bétail. Notre métier aujourd'hui n'a quasiment pas changé depuis cette époque. On a des vaches et des bœufs, l'objectif étant d'obtenir tous les ans un veau qui naît de chaque vache. Et quand les veaux ont 1 an, on les vend. As-tu déjà vu autant de bêtes? On en a 49 000 autres exactement comme celle-là. Grand-père conduisait le troupeau jusqu'au Kansas. C'était un brave homme, très rude aussi. Le métier est dur, il use les hommes. Bick Benedict, le propriétaire du ranch, héritier d'une longue lignée d'éleveurs, est un mari viril taillé dans le roc, à l'esprit étroit que l'on prête souvent aux Texans. Le film offre une vision très glamour du métier d'éleveur. Avec la grande maison, le porche devant, l'entraide, les fêtes. On a adoré voir Rock Hudson incarner ce que l'on aurait tous aimé être. Mais cela n'a jamais été la réalité, c'est un mythe. Mais ensuite, le film va écorner cette image d'Épinal. Dans ce décor fantasmé, George Stevens se plaît à explorer les failles du stéréotype hollywoodien du cow-boy. Lorsqu'il établit son camp de base dans la petite ville de Marfa, il est témoin de la discrimination dont sont victimes les populations hispaniques. Ce qu'il vit dans cette bourgade isolée et rurale typique du Texas nourrit le message humaniste qu'il souhaite porter à l'écran. Avant la Seconde Guerre mondiale, George Stevens réalisait des films plus légers. Lors du conflit, il rejoint l'armée. Il est enrôlé, mais dans la section vidéo d'une unité journalistique. Son équipe fait partie des premières à pénétrer dans le camp de Dachau. Je pense qu'avoir été témoin de l'horreur de la guerre et des camps de concentration a fait dévier sa carrière d'artiste et de réalisateur. Parce qu'à son retour, il décide d'adapter Géant, une histoire qui a pour thème principal le racisme. Je sais commander les Mexicains. Je l'ai fait toute ma vie. Ils ne feraient rien si je n'étais pas sur leur dos. Pas de manière avec ces gens-là. Lors de son arrivée dans le ranch texan, Leslie s'indigne de la manière dont son mari s'adresse au personnel mexicain et des conditions insalubres dans lesquelles il les oblige à vivre. À l'époque où le film Géant est tourné, en 1955, il y a une ségrégation à Marfa. Dans le sud-ouest et au Texas, elle se faisait entre Mexicains, Latinos, Hispaniques d'un côté et Blancs de l'autre. Les écoles étaient différentes, ils n'avaient pas le droit de manger ou de dormir aux mêmes endroits. La ségrégation était un véritable démon. George Stevens souhaite montrer l'injustice et l'horreur de la discrimination. Que les personnes métisses ou de couleur ne sont pas mieux traitées que les animaux. Il veut montrer cette vérité, car il la connaît. Le réalisateur fait loger ses acteurs dans l'hôtel Paisano. Il ne les tient pas à distance des habitants de Marfa, un comportement qui dénote. L'école Blackwell, jadis réservée aux Latinos, est devenue un lieu de mémoire. Pour Lucie, les souvenirs douloureux de cette période se mêlent à ceux du film. À l'école, nous étions maltraités. Certaines des maîtresses étaient odieuses. Si elles nous surprenaient à parler espagnol, nous étions punis. Nous sommes allés jusqu'à enterrer symboliquement notre héritage sous le drapeau américain. C'est comme au cimetière, par exemple. Il y a une barrière que les Blancs n'ont jamais voulu retirer. À croire que nos morts vont aller sur leur tombe. C'est honteux. Ce que je retiens de Géant,
c'est que le film nous a ouvert une porte à nous, Mexicains-Américains. Il y a eu un changement notable. Je l'ai remarqué, on nous traitait mieux. Car le film portait vraiment sur ce sujet, le racisme à Marfa. Si Leslie est révoltée par cette injustice, elle n'en est pas moins choquée de voir son mari l'écarter de nombreuses conversations ou décisions. Pour aborder la question du patriarcat, George Stevens offre au couple un écrin chargé de symboles. Le ranch Reata, inspiré des maisons victoriennes du Nord Texas. À Decatur, à l'ouest de Dallas, se dresse l'imposante Wagoner Mansion, qui sert de modèle au réalisateur. Son caractère magistral évoque la structure très verticale d'un État conservateur. La façade, par son style et sa hauteur, tranche dans l'environnement de Marfa. La maison apparaît incongrue au milieu de rien. À travers ce style architectural, George Stevens veut exprimer le sentiment de décalage que ressent Leslie lorsqu'elle y emménage. Cette maison représente les éleveurs texans, leur prospérité, leur statut, leur position sociale. C'est aussi une référence à l'ère victorienne, sous laquelle le rôle assigné à chaque genre était très rigide. Les femmes avec les femmes, les hommes avec les hommes. On ne pouvait pas y échapper. Et quand vous voyez le film Géant, à chaque fois que ces limites sont franchies ou remises en question, le personnage de Big Jordan Benedict se trouve en conflit. Messieurs, vous avez des siècles de retard. Vous devriez revêtir des peaux de bêtes et porter des massues. La politique, les affaires. Une femme ne peut-elle partager cette conversation? Leslie finit par imposer à son mari sa présence dans les réunions d'hommes et prend l'initiative de détacher un docteur auprès des employés hispaniques. Elle est l'élément déclencheur du changement. Où qu'elle soit, elle s'épanouit. Et je pense qu'elle se trouve elle-même en initiant ces changements qui vont vers plus de progressisme. Je considère le film comme un vrai plaidoyer féministe. Vous avez ce personnage, Leslie, qui se confronte à toutes sortes de problèmes. Vous la voyez s'en emparer et les résoudre. L'intrigue est basée sur le point de vue de la femme. On s'attend plutôt à voir ce genre de discours dans des films confidentiels ou indépendants, mais pas dans des films portés par de grands studios de production. En parallèle de cette révolution féministe, George Stevens met en scène le bouleversement social et économique provoqué au Texas par le boom du pétrole. Aux alentours de la ville de Fort Stockton, s'étend une zone géologique réputée pour ses riches gisements de pétrole et de gaz naturel. Le bassin permien est aujourd'hui la plus importante région de production d'hydrocarbures au monde. Le développement de l'industrie pétrolière et tout ce qui s'en est suivi ici a inspiré George Stevens. Mais il a dû tout recréer. Parce qu'à Marfa, là où ça a été tourné, personne n'a jamais foré la moindre goutte de pétrole. Tous les forages ont eu lieu ici, dans le comté de Pecos. George Stevens pioche dans les innombrables récits de ceux qui font fortune dans l'or noir. Il façonne le personnage de Jet Rink, incarné par James Dean, un ouvrier blanc qui travaille au ranch de Big Benedict jusqu'au jour où il découvre du pétrole et devient richissime. À cette époque, on a vu naître beaucoup de millionnaires grâce au pétrole. L'un des plus connus, et dont le personnage de Jet Rink est tiré, est un homme qui s'appelait Glenn McCarthy. Il est né dans la misère, a profité du boom pétrolier à Spindletop, et il a gagné des millions et des millions. J'ai trouvé du pétrole, et vous n'y pourrez rien. Mon puits donne, et il y en aura d'autres plus grands. J'aurai plus de millions que vous autres, tous les salauds de Benedict.
Devenu libre et riche, Jet Rink promet vengeance de toutes les humiliations essuyées sous la domination des Bénédictes. En opposant le destin de ces deux héros masculins, George Stevens questionne la notion du bonheur et révèle toutes les nuances du rêve américain. Le film Géant raconte la métamorphose d'un royaume du bétail en un empire du pétrole. Nous avons échangé les bœufs contre l'or noir. Donc soudain, ceux qui sont riches et tirent les ficelles du Texas ne sont plus les mêmes. Ce n'est plus Big Benedict, c'est Jet Rink. Mais Rink ne devient pas pour autant ce qu'on peut appeler un homme heureux. Il est seul et tombe dans l'alcool. J'ignore si Stevens essaie de démontrer que l'argent ne permet pas d'acheter le bonheur. Mais en tout cas, il tente de dire que le changement est inéluctable, qu'on le veuille ou non. Et que soit on s'y adapte, soit on finit seul et amer. Dans ce ciel du Texas, il y a souvent des chauves-souris. Et ça, c'est le clin d'œil de Thomas Chauvineau. Imaginez une ville grande comme Mumbai, 20 millions d'habitants. Sauf que les habitants ici, ce sont des chauves-souris. La grotte de Bracken, au Texas, abrite la plus grande colonie de mammifères connue de la planète. Elles sont 20 millions en fonction de la période de naissance. Quand elles s'en vont chasser, cohue est un mot trop faible pour désigner ces 1600 chauves-souris par seconde qui sortent de la grotte. Une masse énorme, tellement imposante qu'elle est sur les écrans radars de l'aéroport voisin. Son nom, c'est Molosse du Brésil, même si on est plus proche de Choupi que de l'American Staff. Elle mesure une quinzaine de centimètres pour une dizaine de grammes. Elle est pourtant l'animal volant le plus rapide du monde en vol horizontal, avec des pointes à 160 km/h. Elle décoiffe. Elles viennent nicher là de mars à octobre avant de redescendre en Amérique du Sud pour passer l'hiver au chaud. Et pourquoi ce rendez-vous dans une grotte? Un congrès annuel de chiroptères? Une batteuse? Non. Si les chauves-souris débarquent en nombre dans la grotte de Bracken, c'est pour mettre bas. Cette grotte, c'est en fait une maternité géante, la plus grande du règne animal. Il y a là des millions de bébés chauves-souris. Si vous avez déjà perdu votre enfant au square, disparu dans la masse des autres enfants, imaginez un peu la maman chauve-souris qui revient de la chasse et doit retrouver son bébé parmi des millions d'autres bébés. Eh ben, elle y arrive, grâce à son radar excellent, mais aussi l'odeur et son impeccable mémoire des lieux. Et puisqu'on parle reproduction, on parle sexualité. Saviez-vous que certaines chauves-souris pratiquent aussi le sexe oral? On se reproduit, d'accord, mais on peut également se faire plaisir. En outre, en une nuit, cette colonie est capable d'avaler plusieurs tonnes d'insectes. Résultat, dans cette région du Texas, les agriculteurs ont vraiment mis la pédale douce sur les pesticides. Une étude a chiffré que l'économie réalisée atteignait 740 000 $ par an. C'est bon pour leur porte-monnaie, c'est bon pour la planète. Alors on dit merci qui? Merci, la chauve-souris. Je vous emmène faire une randonnée maintenant, une randonnée avec un petit plus puisqu'on va repartir avec un tas de connaissances sur des plantes aux incroyables vertus. Des plantes qui poussent dans le Valais en Suisse. Limite, on va rajeunir de 10 ans après cet héritage. Là, c'est de la calendula. Elle a une odeur, tu veux sentir? Ça a une odeur forte, hein. C'est une absinthe. Ça, c'est une plante qui n'a pas du tout le goût de son odeur. Si tu croques un petit bout de feuille, c'est tellement amer, très 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 amer. Puis après, comme toutes les plantes amères, c'est des plantes qui aident à la digestion, clairement. L'amertume, c'est une saveur qu'on a un peu oubliée dans notre société. C'est une histoire qui se déroule au ras du sol. Elle exige que l'on prête attention à ces espèces vivantes, fragiles et parfois minuscules qui se trouvent à nos pieds. En retour, elles soigneront nos maux sous forme de tisane, pastilles ou pommades. Cette histoire, la Suisse et le Valais en particulier la connaissent bien. Les plantes médicinales sont ancrées en Valais, on les retrouve même au travers des contes que se racontaient les anciens le soir au coin du feu. Et puis ce climat qu'on a en Valais,
Il permet d'avoir des plantes de qualité presque méditerranéenne comme le thym, la verveine, ce genre de choses, et des plantes qui tiennent des hautes montagnes de l'Himalaya comme l'Edelweiss, le Génépi. Donc on a un climat très chaud, très sec, qui favorise les cultures de plantes médicinales. Cette tradition séculaire des herbes médicinales, les agriculteurs et les passionnés de la montagne s'efforcent de la préserver. Dans ce canton montagnard qui abrite 83% des espèces végétales de la Suisse, les plantes médicinales ont accompagné la vie des Valaisans depuis des siècles. Paysans-cueilleurs, guérisseurs, moines, médecins ou botanistes se sont appropriés ces précieux végétaux. Une réponse à leurs besoins, autant que le reflet de leurs croyances. À Commères, petit village accroché à la pente, à 1400 mètres d'altitude, dans le Val d'Entremont, les remèdes qu'offre la nature sont à portée de main, parfois juste sur le bord d'un chemin. Je vais vous montrer cette plante ici, qui est la gentiane jaune. Donc nous, ce qu'on va chercher, c'est vraiment cette racine. Elle va vraiment aider à tonifier tout le système digestif, donc ouvrir l'appétit, aider à digérer. Également, elle va protéger le foie, qui est beaucoup utilisé justement par tous ces gens de la montagne qui travaillent très dur et qui avaient besoin justement d'avoir des choses très fortifiantes autour d'eux. Les anciens, surtout spécifiquement en région de montagne, utilisaient énormément les plantes parce que c'était une nécessité. Il n'y avait pas d'accès aux vallées. Donc c'est pour ça qu'on disait qu'il fallait trouver les plantes à une demi-journée de marche. On a vraiment tout sur place. C'est vrai que le Valais jouit de conditions spécifiques en termes de météo, avec autant des journées très chaudes et des nuits assez fraîches. Donc les plantes, elles doivent créer des principes actifs pour se défendre, pour résister à ces différents aléas climatiques. Et ensuite, quand on les utilise, on voit vraiment qu'il y a énormément de principes actifs et qu'elles sont très puissantes. Le pouvoir des plantes était déjà connu au Moyen-Âge. Dans le Val d'Anniviers, une vallée alpine plus à l'est, une herboriste a reconstitué un jardin d'inspiration médiévale. En forme de croix, organisé autour d'un puits central évoquant le monde céleste, il recèle de plantes qui servaient à l'époque à la fabrication de remèdes populaires. Alors voilà, le gâtillier, Vitex agnus castus, le fameux poivre des moines. Vous voyez que quand il est en graines, ça fait des petites graines qui font comme des poivres. Et à l'époque, les moines consommaient comme plante anaphrodisiaque pour modérer leurs ardeurs. N'hésitez pas à prendre aussi des petites branches, s'en faire carrément des ceintures ou les mettre sous les matelas. Les plantes de ce jardin figurent pour la plupart dans un texte de loi promulgué par Charlemagne au tournant du IXe siècle. Le capitulaire de Willis, répertoriant 94 espèces à posséder dans son jardin. Un modèle largement repris par les monastères et les abbayes de Suisse. On y trouve aussi les herbes recommandées par une moniale bénédictine allemande du XIIe siècle qui a consigné ses visions et ses intuitions médicinales, Hildegarde de Bingen. C'était vraiment une femme avec un très grand savoir et qui reste très populaire. Chez nous, en Suisse, on est proche de l'Allemagne. Hildegarde von Bingen avait une recette un petit peu particulière. Elle disait qu'il fallait prendre le suc de la joubarde, le mélanger au lait d'une femme ayant accouché d'un enfant mâle et l'instiller dans les oreilles et que ça allait régler les problèmes de surdité. Mais à la fin du Moyen-Âge, cette connaissance des plantes, empreinte de superstition et de magie, devient suspecte. À quelques kilomètres de là, à Sion, la capitale politique, s'ouvre en 1428 l'une des pages les plus sombres de l'histoire du Valais. La première et la plus terrible chasse aux sorcières de toute l'Europe. Tout individu, homme ou femme, soupçonné par au moins 3 personnes d'avoir prêté allégeance au diable au cours de cérémonies obscures qu'on appelle sabbats, était systématiquement arrêté.
300 ans de peur et de défiance, où connaître les secrets des plantes pouvait vous envoyer au bûcher, comme le révèlent les comptes rendus des procès qui se sont tenus ici et dans les vallées voisines. Il y a une catégorie de la population qui est particulièrement exposée, c'est les guérisseurs. Parce que finalement, en proposant leur service à quelqu'un, si ça ne marche pas et que la personne meurt, on va l'accuser d'avoir eu des mauvaises intentions et d'être une sorcière. Et si le soin a réussi, on dit que c'est des sorciers, puisqu'ils ont réussi alors qu'ils ne devraient pas avoir réussi. Donc dans tous les cas, on est exposé et il y a des guérisseurs du coup qui ont été brûlés sur les bûchers. On a notamment la mention d'un guérisseur âgé, un homme âgé, accusé d'avoir discuté de plantes dangereuses lors d'un sabbat. Le crime d'empoisonnement est un crime assez courant en sorcellerie. Derrière moi, c'est la Majorie, c'est le bâtiment qui est une des résidences du prince-évêque, qui est l'homme le plus influent du Valais. C'est donc dans cet endroit qu'ont eu lieu la plupart des procès de sorcellerie, que c'est par la torture, il faut se l'avouer, qu'on obtient ses aveux. Obtenir ces aveux revêt un enjeu politique, car au XVe siècle, le Valais est un territoire morcelé où l'évêque doit faire face aux velléités d'indépendance de nombreux seigneurs locaux. Accuser quelqu'un d'être un empoisonneur ou un suppôt du diable est alors un moyen d'asseoir son pouvoir, de se débarrasser d'un opposant ou de mettre la main sur ses biens. On se trouve à la rue du Grand Pont, car en fait, à l'époque, il y avait un grand pont. Maintenant, on doit le deviner parce que la rivière qui coule dessous, la Sionne, a été entièrement recouverte. C'est ici qu'avaient lieu les sentences de mise à mort pour les crimes de sorcellerie. Et on a brûlé donc 10 fois plus de sorcières en Suisse qu'en France et même 100 fois plus qu'en Italie. Au fur et à mesure de ces chasses, il y a un processus où on essaye vraiment de trouver de la marque du diable. On va vraiment percer le corps des accusés un peu partout pour essayer de trouver une zone où la personne n'a pas de sang qui coule ou n'a pas de douleur. Et si c'est le cas, on dit « Ah, c'est la marque du diable ». Du coup, au fur et à mesure, on va demander aussi la participation de médecins pour trouver cette marque du diable. Et finalement, les médecins, petit à petit, vont se rendre compte que cette marque, ça n'existe pas. Ces nouvelles conclusions médicales participent à mettre fin au procès en sorcellerie. En Valais, les derniers condamnés sont brûlés en 1730. Et malgré ces massacres, les guérisseurs par les plantes n'ont pas disparu. Ils résistent aussi au XVIIIe siècle, celui des Lumières, qui voit émerger une médecine professionnelle et une approche scientifique des plantes. Chaque vallée alpine a encore sa famille de mages, comme on les surnomme aussi. Des guérisseurs qui transmettent leur savoir à leur descendance, à l'image de cette famille originaire du village d'Hérémence, que l'on peut suivre sur 5 générations et qui a consigné ses recettes dans des livres conservés aux archives du Valais, à Sion. Là, on a par exemple l'aconite, et on voit la représentation vraiment de la plante pour pouvoir vraiment la reconnaître. On a aussi des indications sur l'utilisation de ces plantes. On voit par exemple pour l'aconite, il parle du fait qu'elle ressemble à la queue d'un scorpion, et du coup ça peut être utile en cas de piqûre de scorpion. Selon la théorie des signatures, on assimile la forme d'une plante à ce à quoi elle peut être utile. Au XVIIIe, on a 6 médecins pour toute la population du Valais et ils restent essentiellement en plaine. Et de toute façon, on a confiance dans le guérisseur parce que ça fait partie de la famille. C'est quelqu'un du village, on le connaît, on le côtoie. Il a un travail à côté, il parle le patois local, ce que les médecins parfois ne parlent pas. Et on a vraiment confiance. Mais si les médecins et les guérisseurs du Valais se disputent l'usage des plantes médicinales, les ecclésiastiques en connaissent aussi les secrets. Au XVIIIe siècle, les chanoines de l'hospice du Grand Saint-Bernard, fondé en 1050 à près de 2500 mètres d'altitude, continuent d'héberger les fidèles qui passent par ce col difficile entre la Suisse et l'Italie pour rejoindre Rome.
Les chanoines, ils ont vraiment cette mission comme devoir principal d'accueillir les pèlerins. En vivant à cette altitude, au bout d'un moment, on a une connaissance quand même des plantes et ils utilisaient du coup les plantes pour soigner ces voyageurs. Cet hospice devient aussi le refuge de scientifiques qui gravissent des sommets pour recenser les plantes, les botanistes. Pour eux, le Valais, avec sa flore exceptionnelle, est un Eldorado. Au XVIIIe siècle, la botanique, c'était vraiment une science qui avait le vent en poupe. Il y avait eu, vers 1760, Albrecht von Haller, qui est vraiment le grand botaniste connu en Europe, qui est arrivé en Valais et qui voulait faire un inventaire de toutes les plantes suisses. Et du coup, à partir de ce moment-là, le Valais est devenu un lieu aussi d'accueil de plein de naturalistes européens, et notamment l'hospice du Grand Saint-Bernard, qui était une halte propice et qui a vraiment vu venir les plus grands spécialistes. Cette connaissance des plantes acquise dans le Valais devient l'un des symboles de l'identité suisse quand ces 26 cantons se fédèrent en 1848 et que son industrie se développe. Reconnue aujourd'hui pour la qualité de ses plantes vendues sous forme de pastilles ou de pommades, la Suisse valorise ce patrimoine. Depuis les années 80 en particulier, la culture de plantes médicinales est une source de revenus importante pour les agriculteurs du Valais. On est sur ma parcelle de plantes médicinales. J'aime bien avoir ces plantes en culture pour les avoir sous les yeux, pour les avoir près de moi, pour les ramasser au bon moment. Alors l'Edelweiss, c'est le symbole de la Suisse. C'est une plante de haute montagne. C'est indispensable de l'avoir en culture. C'est une plante médicinale qui est protégée en nature. Tout l'avantage de la culture, c'est de pouvoir la produire, la laisser venir et de l'utiliser sans abîmer la nature. C'est une plante aussi, comme toutes les plantes qui poussent en haute montagne, pleine d'antioxydants. Je pense pour se préserver des rayons lumineux, du soleil en journée. Et l'Edelweiss a comme propriété de contenir aussi des filtres UV. C'est un patrimoine à préserver, d'autant plus. On aurait pu l'oublier à un moment donné. Maintenant, depuis une dizaine d'années, il y a quand même une envie de savoir de la part de la jeunesse qui, moi, me réjouit. On fait beaucoup de balades aromatiques où on peut transmettre cette connaissance. Et maintenant, j'ai moins l'impression qu'elle pourrait être perdue qu'il y a 10 ou 15 ans en arrière. On peut garder quelques herbes aromatiques sous le coude parce que c'est l'heure de passer à table. Aujourd'hui, on a rendez-vous à Istanbul avec Aylin pour Papille. Moi, c'est Aylin. Je suis une femme au foyer de 55 ans. Là, nous allons à la boucherie pour acheter du veau haché. Puis nous irons chercher de la farine et du yaourt. Ensuite, on rentrera à la maison préparer nos mantı. Les mantı, c'est une spécialité turque, un plat traditionnel. Tout le monde ici adore ça. On se régale avec les mantı. Bienvenue chez moi, ça c'est notre jardin. J'ai pas eu le temps de nettoyer, désolée. Bonjour. Bonjour, entrez. Voilà, bienvenue. Voici mes ingrédients pour les mantı. Notre viande hachée, du beurre, du yaourt. Tout est prêt. Maintenant, je vais me laver les mains et pouvoir commencer par préparer la pâte. La pâte ne doit pas être trop dure ni trop molle. Quand elle est molle, ce n'est pas bon. Et quand elle est dure, on ne peut pas bien l'étaler. Je la laisse reposer comme ceci. Et en attendant, je m'occupe de la farce. C'est du haché de veau. On ne fait pas de mantı avec de l'agneau. Il faut une viande pas trop grasse. Je vais émincer de l'oignon et le mélanger avec la viande.
Un peu de piment en poudre. Et maintenant, on fait quoi? Maintenant, je vais prendre mes rouleaux à pâtisserie et passer au salon. J'emmène aussi ma pâte. Je vais installer ma table basse. Et c'est à même le sol que je vais préparer mes petites ravioles. Quand j'étais petite, ma mère et ma grand-mère faisaient aussi toujours les manteux par terre. C'est pour ça que je me suis acheté cette petite table près du sol. Je préfère les préparer de cette façon. Et puis c'est plus facile dans cette position. La particularité de ces manteux, c'est qu'ils sont vraiment tout petits. La tradition dit que dans une louche, on doit en compter 40. Mais on peut aussi en faire des plus grands. Les manteux, c'est fatigant à préparer. C'est difficile quand on est seul à les confectionner. Mais quand on s'y met à plusieurs, entre amis par exemple, c'est beaucoup plus simple. Voilà, nous avons terminé nos manteux. Je vais les mettre sur ce plateau et les plonger dans l'eau bouillante. Je referme et c'est parti pour 15 minutes environ. Nos manteux sont prêts. J'attends mon mari. Nous allons ajouter la sauce et déguster ça ensemble. J'ajoute généreusement du yaourt sur les manteux. C'est du yaourt à l'ail. Et pour finir, de la sauce. Nous allons enfin pouvoir manger. Bon appétit. Bon appétit. Ma femme est exceptionnelle et ses manteux sont excellents. Si vous dites le contraire, il se passe quoi? Si je dis le contraire, je pense qu'elle me vire de la maison. C'est fini pour moi. Direction les Pyrénées maintenant, avec un homme qui n'a franchement pas perdu son temps quand il était à la retraite. Ce général est à l'origine du plus vieil observatoire de haute montagne au monde. C'est l'incontournable. On ne voit que lui. Que l'on vienne de Bordeaux ou de Narbonne, il domine de loin toute la chaîne pyrénéenne. Au XVIIIe siècle, le pic du Midi de Bigorre est considéré comme le plus haut sommet des Pyrénées. On le gravit par le col du Tourmalet, depuis Bagnères de Bigorre, l'une des plus grandes villes thermales de France, où l'on vient prendre les eaux et s'enthousiasmer de la beauté des paysages. Aujourd'hui, pour les fragiles des mollets, on peut y accéder en téléphérique et même y dormir. Car ici, mieux qu'ailleurs, on peut admirer les étoiles et les nuages. Le tout grâce à l'épopée d'un vieux général, pionnier de la survie en montagne. L'historien Jean-Christophe Sanchez nous ramène à cette époque où vivre à plus de 2500 mètres d'altitude passait pour un défi surhumain. Mais un homme a défié ses croyances, faisant un pari fou. Et ce pari nous permet aujourd'hui de mieux lire l'avenir. Le général Charles-Marie Étienne, champion du bois de Nansouty, il est natif de Dijon, c'est un bourguignon. Il est né en 1815. C'était un homme très élégant, de belle allure. Il était très sportif, c'était un bon marcheur, un ascensionniste. Il découvre la région en 1847. Il est à Bagnères où il vient avec sa sœur, Marie-Charlotte, qui était souffrante, qui vient prendre les eaux. Il y a fort à parier que c'est à ce moment-là qu'il est monté pour la première fois au pic du Midi, car c'était vraiment la montagne à la mode. Officier émérite de la colonisation de l'Algérie, le général rêve d'autres conquêtes. Quand il revient en France, il passe l'été à Bagnères de Bigorre. Et là, il côtoie toute l'élite intellectuelle, montagnarde et scientifique, à l'auberge Plantade. Cette auberge, construite en 1852 au col de Sancourt, à 500 mètres sous le sommet,
est le passage obligé sur l'itinéraire du pic. C'est à proprement parler le premier refuge créé ex nihilo dans les Pyrénées. Et cette hôtellerie a pour finalité d'une part d'accueillir donc les excursionnistes et les ascensionnistes qui montent au pic du Midi. Mais c'est aussi la volonté de faire de cette hôtellerie de Sancourt un observatoire scientifique. Et en 1864, l'idée va germer de fonder à Bagnères une société à la fois alpiniste et scientifique. Elle participe au financement du projet avec l'appui de l'ingénieur Vossenaat qui vient de s'installer à Bagnères et qui se propose de collecter les fonds nécessaires. Tandis que celui-ci parcourt la France, Nansouty s'installe à Plantade avec 2 coéquipiers. Et le 1er août 1873, il démarre les observations. Réaliser quotidiennement ces 3 mesures, et à Sancourt et au pic du Midi, demande de toute évidence une condition physique exceptionnelle. Et fort du succès de la campagne de 1873, Nansouty et Baylac décident que la campagne 1874 se poursuivrait pendant tout l'hiver. Et le but, là, est de démontrer qu'il est possible de vivre en altitude à 2500 mètres et surtout de vivre en autarcie parce que dès que les neiges sont là, il est impossible de ravitailler l'hôtellerie de Sancourt et ils vont devoir vivre en totale autonomie. Ce défi est d'autant plus difficile que les conditions de vie à Sancourt sont vraiment très rudimentaires. Il y a juste un tout petit poêle pour chauffer l'ensemble de la bâtisse. Il faut savoir que les températures peuvent descendre à moins 20 degrés. Malgré les conditions difficiles, les 3 hommes enchaînent les allers-retours quotidiens au sommet, nécessaires aux observations. Tout se passe très bien jusqu'au 14 décembre 1874. Le 14 décembre, la température va chuter à moins 26 degrés. Le vent va se lever, un vent violent que Nansouty qualifie d'ouragan. La situation devient très compliquée. D'immenses congères commencent à se former tout autour de l'hôtellerie de Sancourt. Comme si c'était un bateau pris par la banquise polaire. La situation devient tellement critique, ils décident de quitter Sancourt à pied. Et la descente depuis Sancourt va durer 16 heures. C'est 16 heures dans la neige profonde, dans l'obscurité, dans la bourrasque. Lorsque Nansouty remonte au printemps suivant, il est très inquiet car toute la neige accumulée présente de forts risques d'inondation en cas de rapide dégel. C'est effectivement ce qui va se passer. Et les 20 et 24 juin, ce sont de terribles inondations qui vont ravager tout le bassin aquitain, le bassin de l'Adour, le bassin de la Garonne. Cette catastrophe, cet événement tragique sont relatés dans la presse. La Garonne atteint les 9 mètres de haut à Toulouse. Des maisons et des cadavres d'eau sont charriés par la Garonne. Tout le sud-ouest est ravagé. Mais pour le pic du Midi, c'est un tournant fondamental. Parce qu'il est enfin prouvé que le pic du Midi a une utilité. Il est possible, grâce aux observations qui sont faites là-haut, à 3000 mètres d'altitude presque, de prévoir le tas et surtout de prévenir les inondations qui peuvent ravager le sud-ouest. Pendant 5 ans, le vieux général note scrupuleusement chaque jour ses relevés. Crachin, rosée, gelée, canicule. Le 20 juillet 1878, la construction de l'observatoire au sommet est lancée. Les travaux titanesques mobilisent une armée de porteurs pour acheminer les matériaux là-haut. L'observatoire du pic du Midi de Bigorre reste à ce jour le premier et l'un des plus hauts observatoires français, toujours en activité. Tous ces porteurs, tous ces maçons, l'ingénieur Vossenaat, le général de Nansouty, à ce titre-là, doivent être considérés comme de véritables héros. Retour à notre devinette, retour à Madère, où l'on peut encore voir de sublimes collections d'art flamand. Tout à l'heure, justement, je vous demandais comment elle s'était retrouvée sur cette île portugaise. Eh bien, c'est en raison du caractère un peu matu-vu des seigneurs portugais du Moyen-Âge. À la fin du XVe siècle, la culture de la canne à sucre se développe à Madère. L'île exporte alors ses pains de sucre vers la Flandre et la puissance économique des Portugais est telle qu'ils se font plaisir en achetant les œuvres d'art en vogue à l'époque, des œuvres flamandes. Des tableaux, des sculptures toujours plus gigantesques, histoire d'afficher leur puissance. Il y avait même des triptyques avec des volets pour qu'on puisse faire peindre dessus des membres de sa famille. Luxueux donc, mais un petit peu encombrant. Chaudy Wispalt.